Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on vous amène au centre des congrès d'Épinal qui a pris des allures de ludothèque géante pour le festival Jeux et compagnie. C'est tout le week-end, c'est parti. Alors on débute notre tour du festival Jeux et compagnie avec vous, Lise Rinker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association... Coprésidente de l'association Place aux Jeux Tout à fait. Épinal, qui existe depuis 2008 et qui organise le festival. Alors cette année, à quoi on joue sur le festival ? Alors cette année, il y a 8 espaces de jeux sur le festival. Alors on en a absolument pour tous les goûts. On a un espace plutôt dédié aux enfants, un espace plutôt jeux de plateau. On a aussi des espaces jeux d'adresse, espaces jeux de rôle, jeux grandeur nature. Il y en a vraiment pour tout le monde. C'est donc que tout ça, ce sont des jeux de société. Alors les jeux de société, oui, c'est plus large que l'acceptation qu'on peut en faire dans la mesure où le jeu de société, c'est pas juste le Monopoly ou le Uno. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large. Et tous ces jeux, d'ailleurs, ça a gagné beaucoup en popularité après le premier confinement, sur le marché en tout cas. Est-ce que vous, dans l'association, est-ce que vous l'avez ressenti sur vos événements ? Parce que je rappelle que vous organisez aussi des soirées jeux dans différents bars, vous êtes présent sur d'autres festivals aussi. Tout à fait. Alors, au niveau de nos soirées jeux, on a eu un petit peu de mal avec les passes sanitaires et autres à nous y retrouver. Mais là, c'est vrai qu'on a retrouvé un rythme de croisière qui est plutôt pas mal. Du coup, l'année dernière, donc on était sur un festival avec une entrée un peu plus sélective puisque il fallait forcément se passer. Et là, vraiment, l'idée, c'est de reprendre quelque chose en grandeur nature avec du tout public, sans conditionnement de passe ou autre. Et est-ce qu'il y a plus de monde qui cherche à venir ? Et pareil, dans les soirées jeux, est-ce qu'il y a plus de demandes ? Alors au niveau des soirées jeux, ça dépend puisqu'on a des périodes qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Mais le bar, on fait souvent ça au bar L'Épisode, donc à Épinal, le bar est souvent rempli. Donc oui, ça marche plutôt pas mal. On a de nouveaux bénévoles, donc depuis, on a eu un renouvellement du CA en novembre 2021. Du coup, il y a la moitié du CA qui a été renouvelé. Donc on a aussi des forces vives qui sont venues se rajouter au niveau de l'association. Et donc on pense qu'on va pouvoir faire des choses beaucoup plus importantes avec une équipe renouvelée et redynamisée. C'est une association qui a cessé de grandir depuis sa création. Et quels sont vos projets là ? Alors, les projets de l'association, c'est de continuer à faire des animations, puisque ça, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est vraiment de faire reconnaître le jeu de société moderne comme un outil, un objet, on peut le dire, à la fois pédagogique, social et culturel. Et du coup, c'est de faire des animations, soit dans des associations, des comités d'entreprise, des manifestations grand public, pour vraiment que le jeu n'est pas uniquement du Uno, du Monopoly, c'est vraiment quelque chose de vaste. Et tout ça, qui sert à créer du lien social. On le voit bien aujourd'hui, le lien social. Là, aujourd'hui, on attend à peu près 1600 personnes sur le centre des congrès. On a des scolaires de la maternelle au lycée. On a des groupes constitués. Ça peut être des centres sociaux. On a aussi des groupes de personnes âgées, des foyers ou des EHPAD. On a des groupes de personnes en situation de handicap aussi. Donc on voit bien la pluralité du public qu'on peut avoir et puis le lien social qui se fait avec ce public multiple. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ici, on crée du lien social, on crée aussi des jeux. Il y a beaucoup de créateurs et d'éditeurs de jeux présents sur ce salon. Il y en existe aussi dans les Vosges. Une équipe en a rencontré une ces derniers jours. On regarde tout de suite leur reportage. On va aller chercher des mots bien précis dans ce qu'on appelle un arbre narratif. On va avancer d'un mot à un autre pour pouvoir avancer dans une histoire.
Et si vous aviez le pouvoir de choisir la suite de cette histoire, ou tout du moins de l'influencer, c'est ce que vous propose ce jeu de société signé Perte et Fracas, une maison d'édition installée à Bruyères qui s'est fait connaître il y a quelques années avec Ragnarok Star. Après les 3000 exemplaires écoulés, les auteurs reviennent avec un concept inédit et innovant. Ici, pas de dés, ni même de pions, mais des cartes et un grattoir. L'univers de Once Upon a Line, là c'est un jeu narratif qui se joue en campagne, qui se déroule pour la boîte de base dans un monde post-apocalyptique où les insectes sont devenus gigantesques. Il y a 1000 jeux à peu près qui sortent tous les ans, alors jeux et extensions comprises. Donc nous, petits éditeurs, il va falloir qu'on fasse notre trou là-dedans et qu'on propose quelque chose de radicalement différent. On va gratter des cartes sous lesquelles il y aura des mots. Chaque mot découvert va permettre de piocher une carte correspondante. Et quand on pioche la carte correspondante, on va découvrir un petit morceau d'histoire parce que c'est un jeu narratif. Un jeu narratif donc, mais aussi collaboratif. Il peut se jouer de 1 à 4, voire 5 joueurs à partir de 14 ans. Nul besoin d'être un expert, mais une appétence pour les mots, les histoires et les insectes peut s'avérer utile. Le prototype a déjà été primé. Quant à sa version définitive, il va falloir attendre un petit peu. Il y a tout le temps de l'édition là qui va courir jusqu'à fin novembre. Donc on va avoir besoin de terminer la rédaction de toutes les cartes, l'illustration. On travaille avec un pool d'une dizaine d'illustrateurs qui vont travailler sur l'ensemble des illustrations des cartes, à peu près 500 cartes dans l'ensemble édité. Et puis à partir de novembre, on va lancer la production. À suivre donc la sortie officielle au printemps 2024. Imaginez comme une saga, comptez près de 20 heures de jeu avec différents scénarios. Des extensions sont déjà en préparation et d'autres thématiques pourraient être imaginées en s'inspirant de cette même mécanique, toujours avec du grattage donc et des mots, mais à destination d'un public plus large et pourquoi pas des enfants. Donc on vient de découvrir une maison d'édition toute récente dans les Vosges, mais sur le salon il y a aussi des créateurs de jeux venus de partout en France. On est en compagnie de l'un d'eux, Loïc Morgado, bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur de jeux, en tout cas vous avez amené un prototype de jeu à tester ici sur ce salon. Ça s'appelle Magic Propagande. Magic Propagande, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez me le pitcher comme si j'allais l'essayer là tout de suite? Bien sûr, ça se passe à Magic City. À Magic City vivent tous les magiciens. Merlin l'Enfumeur, le présimage de Magic City, va bientôt prendre sa retraite. Du coup, les conseillers de Merlin l'Enfumeur se lancent dans un concours de propagande pour avoir le plus d'influence possible dans la cité et être élu présimage à la place de Merlin. C'est un jeu de combinaison de cartes, de gestion de ressources et de trahison. Là, à tester pendant tout le week-end sur le salon. Quand vous le faites tester, quelles informations vous recueillez? Qu'est-ce qui vous sert à modifier le jeu ensuite? Les ressentis des joueurs et voir si les ressentis des joueurs sont en phase avec l'expérience ludique et émotionnelle que moi je veux leur faire ressentir du coup. Des fois ils apprécient le jeu mais pas pour les raisons que moi je veux faire ressortir dans le jeu. Et des fois ils apprécient pas le jeu ou apprécient moins le jeu ou apprécient le jeu mais mettent le doigt sur quelque chose qui titille un peu les mécanismes. À côté de ça, est-ce que vous êtes un joueur vous-même? Ah bah oui, alors moi je suis, comme beaucoup de gens de ma génération, je suis de toute façon déjà joueur de jeux vidéo depuis l'enfance. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le jeu vidéo et le jeu de société, c'est pas l'un contre l'autre, les écrans contre le réel, c'est souvent ensemble. Les joueurs sont de l'un et de l'autre. Pas toujours, mais souvent quand même pour ma génération. Et moi je suis joueur de jeux de société et joueur de jeux vidéo. Depuis petit, je bricolais des extensions de jeux de société. Quand j'étais ado, je faisais les jeux d'alcool d'ailleurs aussi. Là, c'est juste une concrétisation en fait de tout ça. Ouais, c'est ça. À force de faire des petits jeux ou de théoriser des jeux que je teste même pas, je me suis dit il va peut-être falloir en faire un moment, essayer d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Au pire, je me plante, mais au moins j'aurais essayé de le faire. En plus, j'ai quelques amis qui me titillent depuis longtemps là-dessus. Genre c'est quand que tu fais un jeu, allez, on y va, on essaie. Est-ce que vous avez déjà testé les jeux grandeur nature, les jeux de rôle grandeur nature? Non, alors j'ai fait du jeu de rôle papier classique, mais j'ai jamais fait de jeu de grandeur nature. Parce que justement, il y a quelques années, dans les Vosges, il y a eu un grand jeu grandeur nature qui s'est déroulé en 2018. Et une équipe s'est déplacée pour réaliser un magazine. On en découvre un extrait tout de suite. Nous ne sommes pas dans une bourgade anglaise du 19e, mais bien dans un petit village vosgien où le temps semble toutefois s'être arrêté. Et pour cause, The Clock, en français l'horloge, est un jeu de rôle grandeur nature. Les participants ont une mission à accomplir et chacun incarne un personnage. Ouais, c'est notre nouvelle carte d'identité. C'est notre nouveau rôle.
pour la journée. Docteur, j'habite sur la Doliprane Road. Aujourd'hui, je joue le maire du village. Je suis Victoria Rubis, journaliste au journal The Button. Je suis apprentie détective auprès de Sherlock Holmes. En avril dernier, à Xaronval, au nord d'Épinal, une trentaine de personnes ont revêtu leurs plus beaux costumes pour participer à The Clock. Ce jeu de rôle grandeur nature met en scène un faux concours d'invention scientifique dans la haute société londonienne. Le scénario évolue dans un univers fantastique, le steampunk, un monde imaginaire où la vapeur est la principale source d'énergie. J'ai quand même quelques petites choses à présenter, Mais votre invention est au fond de l'eau. Oui. Je suis un des fondateurs aussi. Et impossible de la récupérer? Impossible. Inspiré par des œuvres de fiction comme 20 000 lieues sous les mers, le GN, abréviation pour grandeur nature, est apparu dans les années 80 et il est aujourd'hui pratiqué dans le monde entier. Dans le Grand Est, 28 associations sont recensées par la Fédération française de GN, mais la plupart ne proposent que des jeux de combat comme l'airsoft ou le paintball. C'est pourquoi, fin 2017, 4 Meurthe-et-Mosellans créent alors l'association Les Petits Croustillants. Ce jour-là, ils organisent leur premier jeu de rôle grandeur nature. On a été joueurs, on a été personnages non joueurs et on avait aussi envie de passer de l'autre côté de la barrière et de créer, de donner aussi ce qu'on avait nous dans notre tête. Je pense que pour cette pièce-là, on est pas mal. On touche vraiment à tout. Là, on a chacun une machine à coudre, donc on fait beaucoup de couture. Tout ce qui va être création d'objets, avec ça peut être du papier mâché, mais aussi d'autres matériaux, du Worbla, de la mousse, tout ce qui peut être utilisé, jusqu'à même l'imprimante 3D pour fabriquer plein d'objets. Donc là, c'est une base de bouteilles plastiques et de papier mâché. Donc avec pas grand-chose, on peut faire des petites choses sympas. C'est un peu comme faire du théâtre pour moi. C'est la même petite chose qu'on a quand on est sur scène et qu'on joue un rôle, quoi. On est beaucoup plus libre en incarnant un personnage. On peut lui faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Entre parenthèses, puisqu'il y a toujours un certain fair play entre les joueurs. Parfois impitoyable, souvent désinvolte, le GN est avant tout une ouverture aux autres. Pendant la pause déjeuner, les participants tombent le masque pour une seconde rencontre dans le monde réel cette fois. Certains se retrouveront en Bretagne du 11 au 15 juillet pour rejoindre les 1400 joueurs du Candoria, le plus important jeu de rôle grandeur nature organisé en France. Les jeux grandeur nature, notre dernière invitée les connaît bien, en tout cas elle sait les animer et apprendre à le faire. Amélie Liskawa, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de formation au Franca des Vosges, c'est ça? C'est ça. Et pour l'événement, vous avez organisé un grand jeu, grandeur nature. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer un petit peu? Oui, alors du coup, c'est les stagiaires qui sont actuellement en formation chez nous, qui ont organisé un grand jeu où une princesse a été kidnappée et il faut retrouver qui c'est qui a enlevé la princesse. Okay. Donc là, ça fait partie d'une formation. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que ça apprend aux apprentis, justement? Alors du coup, cette formation apprend à toutes les techniques d'animation pour animer tout type de public. Donc on est vraiment sur du public de 3 ans jusqu'aux personnes seniors en EHPAD. Et quelles sont les bases, justement, pour apprendre à mener un jeu? Parce que ça se fait pas, ça s'improvise pas. Non, mais du coup, en fait, ils apprennent surtout à analyser, à avoir les informations selon le type de public qu'ils ont en face d'eux et quelle adaptation ils doivent faire pour que ça fonctionne au mieux selon le public, l'âge, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Parce qu'on peut jouer à tout, enfin n'importe quel public peut jouer à n'importe quel jeu? Exactement, à partir du moment qu'il est mené et que le cadre et les règles sont cohérentes par rapport au public qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, c'est ça qu'ils vont voir tout au long de la formation. Mais là, par exemple, est-ce que vous avez un exemple en tête ou est-ce que vous pouvez m'expliquer avec l'exemple de votre jeu sur le salon? Alors, par exemple, sur le salon, on est sur un grand jeu qui est vraiment tout public, puisque du coup, il y a des enfants, mais il y a aussi des adultes et des personnes plus âgées qui vont jouer. Et on est dans le cadre d'un festival, donc il faut que les temps d'interaction soient courts, puisqu'il y a énormément de monde. Donc il faut qu'ils prennent ça en compte, il faut qu'ils prennent en compte aussi le début et la fin, de comment ils font pour que les gens restent en haleine tout le jeu, alors qu'on est sur un grand espace. Et en fait, ils ont vu tout ça en formation, comment se diviser les espaces, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur chaque espace, pour des petits jeux rapides, très courts, à portée de tout le monde, que ce soit les enfants, les adultes, adaptés à tout âge.
Et sachant que c'est une formation professionnelle, c'est ça, qui est dans le cadre des Francas des Vosges, qui est une organisation d'éducation populaire. C'est ça. Donc les jeux, qu'est-ce que ça nous apprend? Eh ben, en fait, on voit que le jeu, on en a besoin tous les jours et que c'est de plus en plus important aussi que les enfants passent par là, mais pas que les enfants, puisque comme on dit, nous, la particularité, c'est que c'est des animateurs professionnels qui vont être aussi amenés à travailler peut-être en EHPAD et du coup à faire rejouer et réapprendre à jouer aussi à un nouveau public. Ils interviennent aussi au niveau des IME. Enfin voilà, ils voient vraiment tout public et ils apprennent comment on peut amener chacun des publics à jouer. Qu'est-ce que ça procure au public justement? Alors ça va dépendre le type de public, mais souvent c'est plutôt de l'amusement. Ça va être aussi, ça dépend les jeux, mais il peut y avoir aussi des messages cachés, des sensibilisations à des différentes choses, que ça soit autour de la nature, que ça soit sur des sujets qui sont un peu plus sensibles, des choses comme ça. En fait, le jeu peut être une amorce à plein de sujets de conversation qu'on peut avoir avec des enfants, avec des ados, des adultes, etc. Ça peut transmettre des valeurs. Exactement, c'est ça. Merci d'avoir répondu à nos questions, ça nous éclaire sur le métier d'animateur en tout cas. Et nous en attendant, on va faire le tour des infos de la semaine, tout ce qui s'est passé dans la communauté d'agglomération d'Épinal. C'est parti. Moi Marquine. Une petite séance de tir au but plus ou moins fructueuse pour conclure l'inauguration officielle du stade synthétique de football de Vinçay, c'était samedi dernier. Une toute nouvelle surface de jeu qui remplace le gazon initial et permet ainsi aux 180 licenciés des clubs de Vinçay et Nomexy qui se partagent ce terrain de jouer en tout temps. Un équipement sportif devenu communautaire depuis le 1er janvier 2020 et dont les travaux de rénovation réalisés l'an passé ont coûté près de 672 000 €, financés par l'État, le département, la commune et la communauté d'agglomération d'Épinal, cette dernière qui gère désormais 33 terrains de football sur son territoire, 18 engazonnés, 8 stabilisés et 7 synthétiques. Il est 16h, c'est l'heure du goûter et ici à Girmont on mange bio ou du moins en partie. Depuis 2 semaines, les élèves des 3 écoles primaires de Taon-les-Vosges et celle de Girmont donc dégustent de nouveaux produits comme ces yaourts bio de la ferme Galmiche de Saint-Bresson et distribués par la cuisine centrale Estrédia, toutes deux basées en Haute-Saône. Une démarche née de la volonté de la municipalité d'améliorer la qualité des collations données aux 150 enfants qui fréquentent le temps périscolaire. Une augmentation de 7 centimes par goûter mais qui ne sera pas répercutée auprès des familles car prise entièrement en charge par la commune. Après une première exposition actuellement visible autour de l'étang de Châtel-sur-Moselle, une seconde vient d'être installée autour de celui de Domer-sur-Avière. 25 clichés de la faune, de la flore et des paysages du territoire de l'agglomération composent cette exposition intitulée « Au détour des sentiers ». Une invitation à apprécier les trésors naturels d'à côté de chez soi ou juste un peu plus loin. Des photos signées Thierry Didier, Thierry Bisson ou encore Aero Mapping Solutions. Il faut oser et surtout à l'entraînement parce que vous devez sentir vous ce que ça veut dire de mettre du poids sur lui, ce que ça veut dire de pouvoir être dans une position dominante pour frapper. Il est l'une des références nationales de la discipline. Emmanuel Ayache, ceinture noire 6e dan de Krav Maga, le plus haut grade officiel en France, était de passage à Golbet le week-end dernier pour animer une journée de stage à l'invitation du Krav Maga Global, l'un des 2 clubs de la commune. Un club né il y a seulement 3 ans et qui compte environ 150 adhérents, adultes et enfants dès 6 ans. Il accueillait donc dimanche une 60aine de pratiquants vosgiens et alsaciens, tous venus profiter des conseils avisés de cet expert de cette technique d'autodéfense importée d'Israël dans les années 90. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller tester un nouveau jeu. Je peux jouer avec vous ? Oui.